Merci de nous accompagner pendant cette première demi-heure, Jérôme Durin. Vous êtes sénateur socialiste de Saône-et-Loire, vice-président de la commission des lois. On va longuement parler de la loi LOPMI, dont le Sénat entame l'examen cet après-midi. Mais d'abord, vous l'avez vu évidemment, la pénurie de carburant. Un tiers des stations-service du pays sont touchées. Elisabeth Borne a réuni hier soir plusieurs ministres à Matignon, réunion d'urgence pour faire le point. Une réunion, mais pas de décision. Vous le regrettez ? On se demande ce qui se passe à la tête de l'État. On a le sentiment qu'on a un gouvernement, un président qui sont entre hébétude et déni. Il n'y avait pas de super profit pour Bruno Le Maire. Il n'y a pas de pénurie pour Olivier Véran. Il n'y a pas de difficulté dans la police avec Gérald Darmanin. Il n'y a pas de difficulté avec Dupond-Moretti à la justice. Enfin, finalement, sur le constat, on a le sentiment que le gouvernement et ses ministres portent de drôles de lunettes et qu'il est temps un peu d'agir. Et la réunion d'hier, finalement, à quoi a-t-elle servi ? On ne sait pas très bien. Vous attendez quelle décision de la part du gouvernement ? Est-ce que c'est au gouvernement d'agir sur ce sujet ou est-ce que c'est des choses qui doivent se régler au sein de l'entreprise, au sein de Total en l'occurrence ? Total a réalisé 15 milliards de bénéfices. Son patron s'est augmenté de 50%. Ils ont versé 2,6 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. On nous explique qu'il n'y a pas de super profit, mais en même temps, vous venez d'annoncer qu'il y a un amendement qui est déposé. Il faut juste choisir une ligne, un tout petit peu de cohérence et l'assumer. Et quand il y a un sentiment d'injustice, c'est un moteur extrêmement puissant de colère. Donc la colère, elle est alimentée par les inégalités et c'est ce sujet-là qu'il faut traiter. Il peut aller jusqu'où cette colère pour vous ? Écoutez, moi je trouve que la population est quand même à bout. Parce qu'on vit une période qui est inquiétante à bien des égards. La question du pouvoir d'achat, elle est déjà là et on a peur que ce soit pire. Plus la pénurie d'essence, ça finit par faire beaucoup, donc il faut s'en occuper sérieusement. Ouais, vous redoutez un mouvement gilet jaune puissance 10 ? Je veux pas jouer les Cassandres ou les oiseaux de mauvais augure, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vraie tension dans la société. Pour revenir à Total, c'est le plus grand groupe pétrolier français. Il n'y a pas d'issue pour le moment, pas de négociation. Le Total a sorti hier un communiqué disant que le salaire moyen d'un opérateur de raffinerie était de 5 000 € mensuels. Participation et intéressement compris, ce sont des chiffres qui sont contestés par les syndicats, mais est-ce que ce montant justifie de tels blocages ? Je trouve que c'est un drôle de procédé de décrédibiliser, discréditer des salariés en grève. La grève, elle provoque une gêne, elle est le symptôme de quelque chose. C'est la douleur, l'injustice à l'origine de la grève qu'il faut traiter plutôt que d'essayer de la discréditer. Vous le disiez, le gouvernement a déposé un amendement au budget qui prévoit de créer une contribution temporaire de solidarité. C'est une sorte de taxe sur les super-profits, mais qui ne dit pas vraiment son nom. Vous le saluez, cet amendement ? C'est un peu tard. On a eu le sentiment que les super-profits s'étaient arrêtés à la porte du pays, comme le nuage de Tchernobyl. À l'époque, c'était un sujet européen, c'était pas un sujet français. Puis finalement, c'est un sujet français. Il faudrait peut-être qu'on retrouve un petit peu de niaque, un peu de vitamine, pour que les choses soient vraiment prises en main. Vous allez voter ? On verra déjà ce qui arrivera chez nous, mais c'est bon à prendre, évidemment. Allez, on va parler de ce qui se passe au Sénat cet après-midi. C'est la loi LOPMI qui prévoit plus de moyens pour les forces de l'ordre. On va voir ce que contient précisément ce texte de loi avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Jérôme Durin. Bonjour. Et Alex, cette loi LOPMI, loi sécurité, prévoit une hausse des moyens pour les forces de l'ordre pour les 5 prochaines années. Et oui, cette loi de programmation, elle sert d'abord à donner de la visibilité sur les moyens des forces de l'ordre pour le quinquennat à venir. Et les moyens sont conséquents avec 15 milliards d'euros supplémentaires, dont une partie orientée sur la lutte contre la cybercriminalité. Et puis la création de 8500 postes de policiers et gendarmes supplémentaires, dont 3000 pour l'an prochain. L'objectif fixé par Emmanuel Macron, c'est de doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici à 2030. Une présence qui pour l'instant est jugée insuffisante. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Nous voyons que, notamment sur les indicateurs de violence faits aux personnes, continuellement et surtout depuis le Covid, celle-ci augmente, sans doute par manque de présence de voie publique des policiers et des gendarmes. Et Alex, avant le débat aujourd'hui dans l'hémicycle, les sénateurs de la Commission des lois ont déjà apporté des modifications au texte. Et oui, les modifications de la Commission des lois, ça peut donner un ordre d'idée de la position de la majorité de droite et du centre au Sénat dans l'hémicycle à partir d'aujourd'hui. Et ce qu'a modifié la Commission des lois, ça concerne les peines pour certaines violences. C'est-à-dire que les sénateurs disent on est d'accord pour une hausse des moyens, mais il faut durcir certaines peines pour des violences qu'on voit trop souvent dans l'actualité. On va écouter le rapporteur de ce projet de loi, Marc-Philippe Daubresse.
À partir du moment où vous mettez des moyens supplémentaires sur la police et sur l'allègement des procédures, il faut que, de manière stéréophonique, que vous ayez une concomitance pour qu'on ait une procédure qui enfin soit utile. C'est pour ça que j'ai présenté un amendement qui sanctionne beaucoup plus fort les violences faites aux élus, plus 47% en un an, les refus d'obtempérer, plus 17% en un an, et les rodéos urbains qui sont quand même le feuilleton du quotidien que voient nos concitoyens. Et d'abord, pour les violences faites aux élus, les sénateurs proposent de durcir la peine à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ensuite, pour les refus d'obtempérer face aux forces de l'ordre, eh bien, la peine proposée par la commission des lois peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 30 000 € d'amende. Durcissement également pour les rodéos urbains, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende sont proposés par les sénateurs. Alors, avec ce projet de loi, le gouvernement veut aussi étendre l'amende forfaitaire qui est aujourd'hui en vigueur pour à la consommation de stupéfiants. Eh bien, le gouvernement veut l'étendre à tous les délits passibles de moins d'1 an de prison. Les sénateurs en commission ont restreint le champ des délits concernés par cette extension. Jérôme Durain, on va évoquer le détail de cette loi, mais d'abord, d'une manière générale, est-ce que les sénateurs socialistes vont voter ce texte qui augmente les moyens des forces de l'ordre? On va débattre d'abord, on va défendre nos amendements, puis on verra ce qui sortira de cette lecture, puisque le vote solennel n'intervient que mardi prochain. En revanche, il est évident que contester des moyens nouveaux pour les forces de sécurité intérieure, ce serait malvenu, parce que la sécurité, c'est un droit, c'est une demande de la population, et que c'est effectivement dans la période quelque chose d'utile. Donc les crédits sont utiles. Derrière, il y a des mesures qui sont plus nuancées. Les crédits sont utiles, ça veut dire qu'il y a une sorte de division entre les socialistes et les autres membres de l'alliance de gauche de la NUP, par exemple les communistes, les écologistes, les insoumis, qui sont contre cette loi. Mais nous, on n'a pas vocation, nous socialistes, en tout cas au Sénat, à être contre par principe. Il y a des textes sur la sécurité avec lesquels on a été bien plus en désaccord. Je pense à sécurité globale, qui me reste d'ailleurs toujours un peu en travers de la gorge sur certains aspects, sur le continuum de sécurité. Et je pense que ça, il faudra y revenir. Est-ce que la sécurité, c'est une prérogative régalienne, oui ou non? Avec le continuum de sécurité, on a essayé de nous faire croire, il y a 2 ans, que finalement, tout le monde pouvait s'en occuper un petit peu. Mais quand ça va mal aujourd'hui sur le terrain, je pense à ce qui s'est passé à Nantes, c'est finalement le ministre de l'Intérieur qui tense les maires en leur disant « vous faites mal votre travail ». Mais la sécurité, c'est le travail de l'État. Donc là, on n'est pas d'accord. Sur le texte, c'est plus équilibré. Voilà, donc la ligne des sénateurs socialistes sur cette hausse des moyens, c'est d'être plutôt favorable. Alors la commission des lois a durci certaines peines pour des violences. Parlons d'abord des violences faites aux élus. Il faut durcir les peines pour ce type de violence en particulier? Moi, j'ai des témoignages de terrain, de maires, de collègues sénateurs, qui traduisent une violence accrue, au moins une agressivité accrue. Donc que le régime qui est appliqué aux élus soit aligné sur d'autres dépositaires de l'autorité publique me paraît normal. En revanche, dans cet amendement, il y avait d'autres aspects avec lesquels on n'est pas... Non, mais sur les élus, vous allez soutenir l'amendement d'LR. On le soutient. Sur les élus, c'est oui. Sur les rodéos urbains qui font chaque semaine le feuilleton de l'actualité, comme le disait le rapporteur, là, est-ce qu'il faut durcir les peines? Vous avez parlé tout à l'heure d'un durcissement par les rapporteurs du texte. Ce n'est pas le cas. Il y a cet amendement qui, facialement, est un petit peu sévère avec ces 3 points. Pour le reste, c'est beaucoup plus nuancé. Nous, on est d'accord pour les élus. Sur les rodéos et sur le refus d'obtempérer, surtout, on n'est pas d'accord. Les rodéos, on y revient tous les ans, avec une efficacité qui est quand même assez moyenne, donc non à ce stade. On ne conteste pas la réalité des difficultés, mais il ne nous semble pas que ce soit la solution. C'est quoi la solution sur les rodéos? En tout cas, dire attention, on va taper fort, je pense que c'est pas efficace. Et les refus d'obtempérer, il y a un problème beaucoup plus profond qui tient à la doctrine d'emploi des armes par les forces de l'ordre et qui pose problème puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, il y a des vies humaines qui sont gâchées et donc il faut quand même qu'on se pose sur la question. Ça veut dire que les policiers ont un pouvoir trop élargi d'utilisation des armes dans ce cas de refus d'obtempérer? Ça veut dire que les refus d'obtempérer augmentent, mais que la part des gens tués augmente davantage encore. Donc il y a un souci. Ah, mais quand vous avez entendu Gérald Darmanin devant la commission des lois qui a donné des chiffres, il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes et il dit que 41 policiers et gendarmes ont été blessés gravement depuis le 1er janvier. Il ne faut pas sévir. Notre position à nous, c'est d'être dans le plein soutien aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes, évidemment. Mais en revanche, avoir un recours trop facile, trop naturel à l'arme de service, tuer des gens, ça provoque une réaction de la société en retour.
Et donc, il faut faire très attention sur ces sujets pour que ce soit équilibré. Donc, il faut protéger les gendarmes et les policiers. En revanche, sur ce refus d'obtempérer, on fait des propositions pour essayer de trouver une meilleure solution. Juste avant de venir à l'amende forfaitaire, sur ces 3 points de la majorité sénatoriale dont on vient de parler, est-ce que les Républicains ont raison de dire que cette loi sur la police doit s'accompagner d'une loi sur la justice? Oui. C'est un peu ce qu'ils disent. Oui, parce que chaque fois qu'on parle des questions de police, on nous parle de la chaîne pénale. Donc ça ne peut pas fonctionner seulement du côté de police, parce que si on donne des moyens à la police, alors on se retournera vers la justice en disant « vous voyez bien, la justice est inefficace ». Et c'est assez injuste pour le coup. Il faut donc travailler de concert, des deux côtés. Et il manque le volet justice dans cette loi. Il manque le volet justice. Justement, pour simplifier un peu le travail de la justice, est-ce qu'il faut étendre l'amende forfaitaire délictuelle à tous les petits délits passibles de moins d'1 an de prison, comme le propose le gouvernement? Non. D'ailleurs, les rapporteurs eux-mêmes ont choisi de restreindre l'usage de cette amende forfaitaire délictuelle. Il y en a 200 000 par an. Elles sont utilisées aujourd'hui plutôt pour les questions stupéfiants et les questions routières. Ça se passe quand même sans le contrôle du juge. Il y a un risque d'arbitraire. Donc il faut faire très attention avec cette amende forfaitaire délictuelle. Nous, on a un amendement de principe de refus de l'extension. On verra comment les débats se passent. Mais je pense qu'il faut faire attention. Ça peut être un outil, mais vraiment à manier avec précaution. Il peut y avoir certaines dérives. Bien sûr. Par exemple, s'il s'agit d'un outrage à agent, si c'est l'agent lui-même qui délivre l'amende forfaitaire délictuelle, vous voyez bien qu'il y a un conflit d'intérêts et qu'il y a un risque d'arbitraire évident. Si c'est les tags dans les halls d'immeubles, on voit les difficultés que ça peut générer. Donc voilà, il faut être précautionneux. Vous avez passé plus de 30 amendements sur ce texte. Sur quel autre point vous souhaitez le modifier, ce texte ? Nous, refus d'obtempérer, évidemment, amende forfaitaire délictuelle, j'en ai parlé. On a des réserves sur tout ce qui concerne l'investigation, la filière investigation, la formation des officiers de police judiciaire, les assistants de police judiciaire, les fameux greffiers de police, tels qu'ils ont failli s'appeler. Et puis, on a un travail assez important qui a été construit par nos collègues sur tout le volet violence intrafamiliale, outrage sexiste, violence sexuelle. Voilà, donc c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur et pour lesquels on pense qu'on peut utilement apporter à la loi. On va en parler dans le club dans une demi-heure, mais c'est aussi un texte qui crée des brigades de gendarmerie en milieu rural. Ça, c'est une bonne chose. C'est bienvenu. La délinquance a évolué. Elle s'est déplacée des grands centres urbains vers les villes moyennes, vers les petites villes, vers les campagnes. Il y a la question des stupéfiants. Il y a évidemment très profondément ancré dans la vie de nos concitoyens les violences intrafamiliales qui se sont accrues avec le Covid, le confinement. Donc qu'on ait des forces de sécurité en territoire rural est une très bonne chose. Et on en parlera tout à l'heure avec vous, Alex. Effectivement, Oriane. Ouais, dans le club, dans une demi-heure, on parlera de ce sujet de délinquance en milieu rural. Merci, Alex. À tout à l'heure. On va parler d'une réforme controversée, celle de la police judiciaire, portée par Gérald Darmanin. Là aussi, elle prévoit de placer tous les services de police, renseignement, sécurité publique, police aux frontières et PJ, sous l'autorité d'un seul directeur départemental, dépendant du préfet. C'est une réforme qui crée des remous, notamment du côté de Marseille. On retrouve Guilhem Ricavi. Bonjour, Guilhem. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur des rédactions de la Provence, Guilhem. Et on va revenir avec vous sur la grogne, la colère des policiers marseillais qui aboutit au limogeage du directeur de la PJ de Marseille. Oui, effectivement, une grogne qui a été intense et qui a même d'ailleurs largement dépassé Marseille, puisque dans de très nombreux commissariats de France, on a pu voir vendredi après-midi et samedi des mobilisations d'enquêteurs justement contre le limogeage d'Éric Arella. Et Éric Arella, qui est donc un patron respecté de la PJ de Marseille, qui était en tout cas un patron respecté, puisque au lendemain d'une mobilisation de ses officiers contre la réforme, il a été démis de ses fonctions. Il a payé au prix cher, j'allais dire, le fait que ces hommes ne partagent pas cette envie de réforme. Et donc cette mobilisation s'est poursuivie vendredi après-midi avec une haie d'honneur qui lui a été faite à sa sortie de l'évêché, le siège de la police judiciaire à Marseille, qui s'est prolongé samedi, dimanche et hier encore à la PJ de Marseille. Les affaires tournent au ralenti pour montrer la désapprobation totale après ce limogeage un petit peu surprenant. Ouais, un mot là-dessus, Jérôme Durin, avant la question de Guilhem sur ce limogeage du directeur de la PJ de Marseille. C'est une erreur pour vous ? Oui, c'est une erreur. C'est une erreur, mais comme cette réforme de la PJ est une erreur, c'est une erreur sur le fond.
puisque ce sont des gens qui s'occupent d'affaires de criminalité organisée, de criminalité complexe, qui ont besoin de temps, et finalement on risque de les affecter à la délinquance du quotidien, de leur faire autre chose que ce qu'ils savent faire. Ouais, Guilhem a une question pour vous là-dessus. Oui, justement, comment est-ce qu'on apporte, selon vous, une réponse, notamment à Marseille, où on voit bien cette criminalité organisée? Comment est-ce qu'on fait, dès lors que cette réforme sera mise en place à l'horizon 2023? Est-ce qu'on ne va pas perdre cette spécificité de la police judiciaire pour affronter ces trafics de stupéfiants, par exemple? Si, moi je pense que la question telle que vous la posez est bien posée. On risque avec la réforme de perdre des vrais pros de l'enquête, au fond, sur le temps long. Et la pression du quotidien pour la petite et moyenne délinquance, elle finira à s'imposer. Et tôt ou tard, les DDPN, les fameux directeurs départementaux de la police nationale, finiront par dire aux enquêteurs de la PJ, bon les gars, je sais que vous avez des trucs sur le feu, mais là l'urgence c'est la petite criminalité. Donc c'est une mauvaise idée. On sait qu'il y a une désaffection pour l'investigation, pour la filière investigation, pour la police judiciaire. On sait qu'on manque de moyens, mais c'est précisément parce qu'on manque de moyens qu'il ne faut pas utiliser ces compétences qui sont trop rares pour aller les mettre dans un pot commun où finalement ces bons professionnels seront utilisés à autre chose que l'investigation, que le travail au long cours. Et puis il y a le risque politique. Quand François Molins, quand les procureurs, la conférence des procureurs, l'Union syndicale des magistrats, la conférence des barreaux, le procureur de Paris disent qu'ils sont inquiets de cette réforme, c'est quand même qu'il y a une forme d'entêtement chez le ministre de l'Intérieur à vouloir persévérer chez lui, chez le directeur de la police nationale. Et on ne comprend pas bien pourquoi on en arrive à cette extrémité où Bordeaux, Rennes, Toulouse, Angers sont aujourd'hui dans le refus d'opérer les opérations du quotidien. C'est quand même rare dans la police. Puisque vous parlez de la justice, vous vous étonnez du silence d'Éric Dupond-Moretti sur ce sujet? D'un côté, est-ce qu'il peut parler contre une réforme défendue par Gérald Darmanin? Il y a eu une des séances du Beauvau de la sécurité qui est intéressante, j'y assistais pour le Sénat, où on avait Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin qui l'invitaient. Je crois effectivement qu'on ne travaille pas suffisamment main dans la main entre l'intérieur et la justice. Et chaque fois, on se renvoie la patate chaude. Plus exactement, on accable la justice de son incompétence, c'est un peu ce qui renvoyait le message général, alors même qu'il y a une chaîne, d'ailleurs on parle de chaîne police-justice, de chaîne pénale, et je pense qu'effectivement il faudrait travailler de concert. Alors peut-être que Éric Dupond-Moretti a d'autres actualités qui retiennent son attention, mais je pense... Ça veut dire qu'il empêche d'exercer correctement sa mission pour vous ? Non, mais je pense que on aurait aimé effectivement que tout ça soit mieux piloté, mais ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure en début d'entretien. Il y a quand même un sentiment de flou dans la période, dans la gestion des affaires du pays. Gérald Darmanin, il a défendu évidemment sa réforme hier dans Le Parisien, mais il semble fléchir légèrement sur la date. Il parle maintenant d'un second semestre 2023, alors qu'avant il disait courant 2023. C'est un premier pas pour vous ? Oui, il a envoyé un courrier hier qui prend cet élément de calendrier. Il commence à envisager une forme de négociation. Mieux vaut tard que jamais, mais c'est quand même un peu tard. Guilhem, un dernier mot, ou votre une, comme vous voulez, Guilhem. Oui, effectivement, notre une où on revient longuement sur les pénuries d'essence qui frappent durement Marseille. Il est quasiment impossible de trouver aujourd'hui de l'essence à Marseille et aux abords proches. Et on assiste à des files, à des queues ininterrompues dans les rares stations. Près d'1 kilomètre de files d'attente à la station Total sur l'aire de la Pomme, sur l'A50 en direction d'Aubagne. La problématique est désormais réelle dans la deuxième ville de France en matière d'approvisionnement. Merci beaucoup, Guilhem. Merci. Alors que Olivier Véran, qui parle sur RTL à l'instant, dit que le gouvernement se réserve la possibilité d'intervenir pour lever ces blocages. Merci beaucoup, Guilhem, d'avoir été avec nous. On va parler de l'actualité politique, du Parti socialiste, de la NUP. Jean-Luc Mélenchon, d'abord. Il a réaffirmé dimanche, vous l'avez sans doute entendu, son soutien à Adrien Quatennens. Il parle de gifles politiques qui lui sont données dans les médias matin, midi et soir. Est-ce que vous cautionnez ce type de propos ? Je pense que c'est à tout le moins maladroit et inopportun. Il n'aurait pas dû. C'est une erreur politique pour vous ? Ne pas sentir que le climat politique, les principes,
les attentes de la population sont sur une forme de plus grande rigueur et sans doute une faute politique, et je pense qu'il faut passer à autre chose. Il devient un allié encombrant, Jean-Luc Mélenchon, pour la NUP? En tout cas, sur ces prises de position, je pense qu'on ne peut pas le suivre, évidemment. Et puis, je renvoie à ce que disait François Ruffin ces jours-ci, qui dit qu'il s'est rendu compte que hurler sur les bancs de l'Assemblée n'était pas efficace. Je le pense aussi. Et fait le jeu du Rassemblement national. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Je me sens humilié par le spectacle donné par la NUP. C'est ce qu'a dit ce week-end François Hollande. Il était dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Je pense qu'il faut être soit sur le terrain, soit en tribune, mais on ne peut pas faire les deux. Et là, c'est ce qu'il fait? C'est un peu ce qu'il fait. Il doit être où pour vous? Sur le terrain ou en tribune? Voilà, c'est un ancien président. Je pense que ça réveille beaucoup d'amertume. Et c'est pas désobligeant de le dire, mais ça renvoie à la fin du quinquennat, ça renvoie à l'impossibilité à se représenter. Voilà, donc si on peut s'épargner ce type de commentaires, c'est aussi bien. Ça veut dire qu'il devrait tourner la page? Il devrait plus intervenir dans les affaires du Parti Socialiste pour vous, François Hollande? Ou pour dire autre chose, quoi. Donc pas ça? Pas pour critiquer le PS? En tout cas, la ligne choisie par Olivier Faure, c'est ce qu'il critique. Avoir des mots aussi forts dans la période... Le sujet, quel est-il pour la gauche? C'est de reconquérir les classes populaires. On parlait à l'instant de Ruffin, de ce qui fait les affaires du Rassemblement national. La petite musique qu'on entend dans le débat public, c'est comment empêcher le RN désormais d'être au pouvoir en 2027. Donc on peut continuer... comme à l'époque où nous étions majoritaires, nous étions très puissants, à avoir des petites phrases, des commentaires. Je crois que ça n'intéresse pas grand monde. Que ce n'est pas, alors c'est une période de congrès, mais que ce n'est pas fructueux, que ça ne produit rien politiquement, et que, en tout cas, ça ne touche pas le cœur de ceux dont on voudrait qu'ils votent pour nous. Donc, il faut qu'on soit plus direct, qu'on apporte des réponses, qu'on soit dans le registre des solutions, et les petites phrases de ce type-là, me semble-t-il, ne servent à rien. Il y a 10 jours, 154 du Parti Socialiste a appelé, via une tribune dans le Journal du Dimanche, à une troisième voie entre la ligne pro-NUP défendue par Olivier Faure et la ligne anti-NUP qui est aussi au sein du PS. Parmi les signataires, il y a votre président de groupe ici au Sénat, Patrick Kanner. Vous êtes d'accord avec cet appel? Moi, je ne l'ai pas signé. Moi, ma ligne dans ce congrès, ce sera celle d'une gauche qui renoue avec les classes populaires. Donc, on connaît ces premiers appels, ces tribunes qui sont sur le fond encore assez génériques, on va dire comme ça. Et mon engagement, moi, ira vers la ligne qui nous permettra de nous rapprocher des classes populaires. Mais c'est laquelle? Est-ce que c'est la ligne d'Olivier Faure? On verra. En tout cas, moi, ce que je peux dire sur la NUP, pro ou anti-Faure, c'est que je suis quand même heureux, et ça fait écho au débat précédent, que grâce à la NUP, on ait retrouvé notre place dans la gauche. Donc c'est un acquis. Alors maintenant, est-ce qu'il faut continuer dans la NUP de la même façon? La politique, ça se construit tous les jours. Les circonstances nous font évoluer. On fait des choix et puis on est obligé de changer. Donc ça n'est pas choquant. Mais en revanche, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. On était discrédité au Parti socialiste. Après 2017, nous avons enfanté Emmanuel Macron sur une ligne politique qui n'était pas une ligne de gauche, qui n'était pas celle de la lutte contre l'ennemi qui était la finance. Donc c'est le quinquennat de François Hollande que vous remettez en question, qui a abîmé la gauche pour vous. Clairement, oui. Et donc du coup, le passage dans la NUP, cet accord avec le reste de la gauche, nous a resitué dans la gauche. Donc il faut faire fructifier ça, et il faut trouver une ligne qui maintenant nous permette de gagner le cœur des classes populaires et d'avoir une offre qui est majoritaire. Alors, est-ce que c'est cette troisième voie? Est-ce que c'est Olivier Faure? On entre dans le congrès, il y a beaucoup de tumulte au début, beaucoup d'écume. Une fois que la poussière retombera, on verra quelle est la ligne politique qui est la plus efficace. En tout cas, c'est comme ça que je me positionnerai. Et pour les sénatoriales, puisque ça arrive, c'est dans moins d'un an maintenant, est-ce qu'il faut des accords avec la NUP, ou est-ce que là, le PS, qui est majoritaire, pour le coup, dans les territoires, doit s'affirmer? Écoutez, moi je pense que pour les sénatoriales, on a un personnel politique qui est puissant, qui est présent dans les territoires. On a une vraie richesse dans la gestion des collectivités locales, avec des élus qui sont compétents, qui ont expérimenté, et on a tout ce qu'il faut pour avoir un bon groupe après le renouvellement.
au Sénat. Et on suivra tout ça. Merci Jérôme Durain. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Dans 20 minutes, dans le Cas du territoire, on ira en Mayenne, où Emmanuel Macron s'est rendu hier pour parler décentralisation et défendre, dit-il, une vraie décentralisation. On verra tout ça tout à l'heure.